J'aimerais commencer ce premier module de quantique, avec un petit rappel historique sur la dualité onde-corpuscule, le principe d'incertitude. Laissez-moi commencer tout de suite avec le principe d'incertitude, qui dit qu'on ne peut jamais mesurer simultanément une position et son impulsion associée P avec une meilleure précision que ce produit-là. Alors delta X, c'est l'incertitude en X, c'est-à-dire l'erreur dont serait teintée une mesure de X par exemple, et delta P de même, c'est l'erreur dont serait teintée la mesure de l'impulsion, c'est-à-dire la quantité de mouvement. Je vais parler d'impulsion plutôt que quantité de mouvement, parce que c'est plus court et c'est plus précis aussi là. Donc delta P est l'erreur dont serait teintée la mesure de l'impulsion, quantité de mouvement, et le produit de ces deux incertitudes ne peut jamais être inférieur à h bar, donc la valeur minimale de ce produit-là, c'est h bar, sinon c'est toujours supérieur à h bar. C'est quoi h bar? H bar, c'est la constante de Planck qui est divisée par 2π. Donc la constante de Planck vaut 6,60 quelque chose, 10 à la moins 34 joules seconde. H bar, donc c'est à peu près 1,5 10 à la moins 34 joules seconde. Et en quantique, on utilise plus souvent H bar que H dans l'écriture des choses. Vous allez voir ça. C'est plus naturel d'utiliser H bar, d'ailleurs. Alors, illustration de ce principe d'incertitude, considérons une balle de 140 grammes se déplaçant à 40 mètres par seconde et avec un delta P qui est relatif, plutôt l'erreur relatif dans l'impulsion, delta P divisé par P de l'ordre 10-8. Ça représente une très bonne mesure de la quantité de mouvement. Si l'erreur de la mesure, l'erreur relative est de 10-8. Alors, calculons avec la masse, petit m de 140 grammes de la balle et cette vitesse 40 mètres par seconde. Dans un premier temps, P égale à mv, alors ça fait 5,6 kg mètre par seconde après tout calcul, et delta P égale à 10-8 fois ça fait donc 5,6 fois 10 à la moins 8 kg mètre par seconde. Alors en mettant ça dans la limite inférieure de la relation d'incertitude d'Eisenberg, delta X fois delta P égale à H bar, c'est ça, c'est le produit minimal, on estime que l'incertitude minimale en X avec un tel delta P serait de l'ordre de 1,2 10-26 mètres. Donc c'est une quantité très petite, négligeable, n'est-ce pas? Donc ça signifie que on peut effectivement mesurer simultanément la position et la vitesse, ou bien encore la quantité de mouvement d'un corps macroscopique comme cette balle de tennis par exemple. Donc, on peut suivre sa trajectoire, quoi. C'est conforme avec notre expérience de tous les jours là. Ça. Par contre, si vous prenez un électron se déplaçant maintenant à une vitesse qui est 1/100 de la vitesse de la lumière, ce qui fait que ça prendrait, vous pouvez calculer ça rapidement, 1/100 de la vitesse de la lumière, ça fait 3,10 à la 8 divisé par 100, ça fait 3,10 à la 6. Donc ça prendrait à peu près 10-15 secondes pour traverser une extension de l'ordre d'une dizaine d'Armstrong, qui est à peu près l'ordre de grandeur, de dimension d'une grosse molécule, ou encore c'est encore plus petit que l'extension
de l'excursion de l'électron dans un processus d'ionisation, par exemple. D'accord? Donc, ça donne un temps d'excursion de l'ordre 10 moins 15 secondes, un attoseconde qui est effectivement le bon ordre de grandeur que l'on connaît du mouvement électronique. Donc V égale à peu près 1/100 de la vitesse de la lumière. C'est une estimation assez bonne, assez réaliste de la vitesse de l'électron dans la plupart des circonstances. Alors, supposons toujours que l'on mesure cette vitesse-là, la quantité de mouvement de l'électron éjecté d'un atome, par exemple, bien d'une molécule, avec une précision relative qui est la même précision relative qu'on avait considérée tout à l'heure, qui est très bonne, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Delta P sur P égale à 10-8, et avec cette vitesse-là, et la masse de l'électron, qui est de l'ordre de 9, 10-31 kg, on obtient P égale à 2,73 10-24 kg mètre par seconde dans un premier temps, ce qui donne un delta P qui est 10-8 fois plus petit, qui est donc 2,73 10 à la moins 32 kg mètre par seconde. Alors, donc, selon le principe d'incertitude de l'erreur minimale, ou bien l'incertitude minimale que l'on aurait en X, dans une tentative de mesure de la position de X, serait, si delta P est égal à ça, H divisé par 2 pi, c'est la constante de Planck, qu'on divise encore par delta P, ça fait 3,65 mm après tout calcul. Donc vous voyez que ça, ce n'est pas négligeable du tout. Donc si on arrive à mesurer la vitesse de l'électron avec une telle précision, une grande précision, et pour obtenir cette valeur-là de la quantité de mouvement avec une erreur bien plus petite, voilà, cette erreur est ça, eh bien, l'erreur dans la mesure que l'on tenterait, par exemple, de la position de cet électron le long de X serait énorme, 3,65 mm, comparé aux dimensions atomiques moléculaires qui de l'ordre de 10-10 mètres. 3,65 mm, c'est 3,65 10-3 mètres, comparé à quelque chose de l'ordre de 10-10, ou bien 10-9 mètres, nanomètres. Mais soit ça, c'est très grand. Voilà. Donc, ça implique que l'on ne peut plus suivre la trajectoire de cet électron comme on avait imaginé tout à l'heure pour la balle, qui est un corps macroscopique. L'électron est un corps microscopique. Et dans le monde microscopique, donc, le principe d'incertitude revêt une importance capitale, car ça nous demande d'abandonner, de laisser tomber le concept classique basé sur l'idée de trajectoire. Alors, ça va être utilisé tout à l'heure comme motivation dans l'introduction de la notion d'état quantique. Mais avant d'y arriver, laissez-moi discuter d'un autre aspect, parmi les aspects que vous aurez probablement vus au cours de structure atomique moléculaire avec Monsieur Greener, comme historique du développement de la quantique. Et cet aspect, c'est la manifestation de ce qu'on appelle dualité onde-corpuscule. En quoi la matière, comme une particule par exemple, comme la lumière, manifeste les deux,
une dualité de comportement onde-corpuscule. Alors c'est illustré par quelque chose comme ceci. Ça c'est tiré d'une animation, d'une expérience qui est l'expérience de diffraction à travers deux fentes d'un faisceau, soit de particules ou bien de photons. Voilà. Et c'est une simulation faite avec Mathematica que j'ai trouvé sur le web. Je vais vous montrer l'animation tout à l'heure. Imaginez que vous avez un canon à électrons ici, et on voit sur cette plaque munie de deux fentes verticales, séparées les deux par une certaine distance, et on regarde l'impact des électrons sur un écran placé derrière cette plaque-là. Et on trouve que ces impacts donnent ces accumulations de points d'impact qui se rassemblent quand le nombre d'impacts, le nombre d'électrons qu'on envoie sur cet écran est suffisamment grand. Ça se rassemble en des zones blanches comme ça, en fait c'est noir, et des zones pleines d'électrons, donc des zones claires, des zones sombres, si on pense à la lumière, et qui correspondent à des franges d'interférence. Une frange obscure, clair, ainsi de suite là. Laissez-moi arrêter ça et vous montrer cette animation de cette simulation de ce processus-là par Mathematica. Vous voyez que là dans le temps, le canon envoie de plus en plus d'électrons sur la plaque, et ces électrons accumulent sur l'écran. Ça. Il devient de plus en plus clair. Laissez-moi. Voilà. Que les points d'impact se rassemblent pour former des zones claires, des zones sombres, qui dénotent des franges d'interférence là. Voilà. Je peux arrêter ça maintenant. Pour retourner au diaporama, voilà, on était là tout à l'heure. Alors, cette dualité onde-corpuscule se manifeste, s'exprime plutôt, par une relation appelée relation de De Broglie, établie en 1924 par Louis de Broglie, et qui s'énonce comme ceci. Lambda égale à H divisé par P. Alors, dans cette relation, vous avez à gauche lambda qui est une longueur d'onde, appelée longueur d'onde de Broglie, et c'est un attribut ondulatoire. Donc, si vous parlez d'une longueur d'onde, d'une onde lumineuse, vous ne serez pas du tout surpris, n'est-ce pas? Personne ne serait surpris que vous parlez d'une longueur d'onde de la lumière, d'une onde lumineuse, parce que c'est une onde, précisément. Mais on parle de longueur d'onde aussi d'un électron dans un faisceau d'électrons, par exemple. Les électrons dans l'expérience de tantôt. Alors, une longueur d'onde, c'est un attribut ondulatoire. Et la relation de De Broglie associe, plutôt De Broglie, associe à chaque particule matérielle une longueur d'onde, comme ça existe pour une onde lumineuse. Cette longueur d'onde s'appelle longueur d'onde de Broglie, et cette longueur d'onde
est relié à l'impulsion ou bien la quantité de mouvement de la particule qui, elle, est un attribut corpusculaire. Par cette relation-là, où petit h est la constante de Planck. Et la relation est remarquable parce que ça relie deux attributs appartenant à des mondes différents en théorie classique. Le monde des particules et le monde des ondes. Lambda, la longueur d'onde, est un attribut ondulatoire, tandis que P est un attribut corpusculaire. Et ces deux attributs qui existent pour tout corps, que ça soit matériel ou bien du rayonnement, sont reliés ensemble par cette relation de De Broglie. Voyons comment ça fonctionne, cette relation de De Broglie. Alors, on reprend les deux exemples de tout à l'heure. La balle de 140 grammes se déplaçant à 40 mètres par seconde. On avait déjà calculé sa quantité de mouvement. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, que ça vaut 5,6 kg mètres par seconde. Alors, en utilisant cette valeur-là, on trouve une longueur d'onde de De Broglie, lambda égale à h sur P, qui vaut 6,626, 10 à la moins 34 joules secondes, ça c'est la constante de Planck, divisé par 5,6 kg mètres par seconde, qui est P, et on obtient 1,2, 10 à la moins 34 mètres. Cette longueur d'onde est imperceptible, est très faible, vous voyez, c'est 10 à la moins 34 mètres, comparé à quelque chose qui est de l'ordre de grandeur de l'Armstrong, qui est la dimension typique d'un atome, d'une molécule, n'est-ce pas, cette longueur d'onde est imperceptible. Donc comparer avec, non, ça n'a pas de sens, même pas de comparer avec les dimensions microscopiques, comme les dimensions d'un atome, d'une molécule. Hein. En fait, on doit comparer avec la dimension même de la balle, ou bien les distances que cette balle aurait parcourues, par exemple, après une seconde, c'est 40 mètres. 1,2 à la moins 34 mètres est parfaitement négligeable, donc on peut négliger les caractères ondulatoires de cette balle. Ça existe, ce caractère ondulatoire de cette balle, mais ça ne se manifesterait jamais, parce que la longueur d'onde est imperceptible là. Par contre, si on prend l'électron tantôt, se déplaçant à la vitesse v, qui est 1/100 de la vitesse de la lumière, donnant une quantité de mouvement de 2,73 10 à la moins 24 kg mètre par seconde. Voilà le calcul. Alors, la longueur d'onde de De Broglie, h sur P, vaudrait 2,43 10 à la moins 10 mètres, qui est comparable aux dimensions atomiques, ça. 2,43 Armstrong. Les dimensions atomiques, c'est de l'ordre de l'Armstrong, quelques Armstrong, dizaines d'Armstrong pour les molécules, atomes les plus gros, n'est-ce pas? Donc, lambda est comparable aux dimensions atomiques pour le cas d'un électron se déplaçant à cette vitesse-là. Donc, ça veut dire que on ne peut pas ignorer le caractère ondulatoire qui se manifeste parfois dans des phénomènes reliés au mouvement électronique. Et effectivement, c'est le cas. Il y a plein de choses. Par exemple, l'expérience simulée tout à l'heure de diffraction du faisceau d'électrons à travers une double fente. Tout à l'heure, là, hein. Ça, c'est une expérience bien connue. Ça, et ça démontre bien cet aspect ondulatoire
du mouvement électronique. Alors, donc on parle de dualité onde-corpuscule. Comment appréhender cette notion de dualité onde-corpuscule? Certains tentaient de penser que peut-être que cette longueur d'onde de Broglie, c'est la longueur d'onde de l'onde qui supporte, qui transporte comme une vague transporte un corps, qui transporte la particule. Ah mais non, ce n'est pas quelque chose comme ça du tout. La bonne façon d'appréhender ça est bien exprimée par Jean-Marc Lévy-Leblond et Françoise Balibar dans leur livre Quantique que j'aime beaucoup. Là. Ça, c'est une nouvelle édition. Moi, j'ai ce livre, mais une ancienne édition avec une autre couverture, là, mais c'est le même livre. Alors, ces auteurs-là proposent que, au lieu de confondre les gens et avec cet aspect appelé dualité onde-corpuscule, en continuant de parler d'électrons, bien qui évoque une particule, ou bien d'une onde électromagnétique qui précisément évoque une onde, etc., qui sont des concepts classiques. On ferait mieux de parler plutôt de quantum, objet quantique. Ça, la théorie quantique ne connaît qu'une seule sorte d'objet dont les notions d'onde ou de particules rendent compte à l'approximation classique seulement. Et cet objet, il propose qu'on appelle ça quantum. Et l'image, cette image tirée de ce livre-là, c'est amusant, explique bien leur point de vue dans la bonne façon d'appréhender cet aspect appelé dualité onde-corpuscule. Comme quoi on n'a pas deux types d'objets différents. C'est juste deux manifestations du même objet. Si tu regardes ça par devant, ça fait comme si ça a cette forme-là rectangulaire qui représente le caractère corpusculaire du système, de ce système microscopique. Par contre, si on regarde cet objet-là comme ça, de ce point de vue, eh ben, ça aurait cette forme-là qui est la forme correspondant à l'aspect ondulatoire. Ça. Mais en fait, c'est le même objet, voyez-vous, c'est un cylindre qui est à la fois ça et ça. Voilà, et c'est comme ça qu'il faut comprendre la dualité onde-corpuscule. Ce n'est pas qu'il y a une onde qui transporte la particule, des choses comme ça, ou bien la particule devient à un moment donné une onde, et je sais pas, là, il y a toutes sortes de tentatives de redire ça, d'interpréter ça en termes de notre façon de voir dans le monde macroscopique qui ne fonctionne pas là, parce que précisément ça repose sur des idées préconçues par notre expérience de tous les jours dans le monde macroscopique. Voilà, fin de commentaire sur ça. Là maintenant, laissez-moi commencer en propre la quantique avec le premier chapitre du cours. Il porte sur les principes généraux de la mécanique quantique, que ici j'appelle l'axiomatique de quantique, dans le sens que c'est un ensemble d'axiomes, bien de postulats. Il y en a 6, mais je vais parler seulement de 5, parce que ce sont ces 5-là qu'on utilise en chimie. Le 6e postulat n'est jamais évoqué dans les applications
de la quantique en chimie. Voilà. Donc, l'axiomatique de quantique, c'est cet ensemble de 5 postulats qui expriment des idées quantiques. Alors, le postulat 1 est nécessaire pour définir le concept d'état quantique. Le concept d'état quantique, l'introduction du concept d'un nouveau concept appelé concept d'état quantique est nécessaire vu ce qu'on avait vu tout à l'heure, là, le principe d'incertitude qui nous demande d'abandonner le concept de trajectoire qui est précisément le concept d'état en mécanique classique. Donc en mécanique classique, un système quelconque composé, imaginez que c'est un système composé d'un certain nombre de particules, par exemple, dans le cas de l'atome d'hydrogène, c'est constitué du noyau, un proton et d'un électron. Les deux sont conçus dans notre imaginaire basé sur l'expérience de tous les jours comme particules. Voilà, et chaque particule, voilà, vient avec une masse, une charge, etc. Et en mécanique classique, l'état du système de ces deux particules-là, un état quelconque serait décrit par la spécification simultanée de la position et de la vitesse de chaque particule, et ce, à chaque temps. De sorte que, si vous regardez comment est-ce que la position d'une particule, l'électron par exemple, évolue dans le temps, n'est-ce pas, vous trouverez que ça suit une trajectoire. La trajectoire, pour la spécifier, ça prend la spécification simultanée de ces deux types d'attributs-là. Position et vitesse. Donc, autant T0, vous avez la particule ici, avec cette vitesse-là, ou autant T1, la particule serait rendue là, avec cette vitesse-là, autant T2, la particule serait rendue là, avec cette vitesse-là. Et cette trajectoire, évidemment, dépend des conditions initiales, de la position initiale de la particule. Par exemple, si T0 représente le temps initial, bien la position initiale est là, la vitesse initiale est là. Et ça. Donc si on change ces conditions initiales, par exemple, on part plutôt de cette position, on considère l'électron, la particule, on est en train de regarder là. Partir de ce point plutôt avec cette vitesse, eh bien, ça peut suivre une autre trajectoire, ça va suivre une autre trajectoire qui peut même avoir cette allure-là. Donc ça va comme ça, puis un retour, puis va aller là, par exemple. Alors ça, c'est la conception classique des choses là. Donc en mécanique classique, l'état mécanique d'un système constitué de corps possédant une masse, etc., est décrit par leur position vitesse, c'est précisément spécifié. Cet état est défini par la spécification simultanée de ces deux types d'attributs, position et vitesse. Ou bien encore, au lieu de parler de vitesse, on peut remplacer la vitesse par la masse de la particule. Avec la vitesse, c'est-à-dire la quantité de mouvement. Donc la spécification simultanée de la position et de la quantité de mouvement définit précisément le concept d'état classique, définit l'état du système mécanique en mécanique classique. Et cet état évolue dans le temps selon une équation de mouvement que vous connaissez bien, la loi de Newton, la deuxième loi de Newton, l'équation de Newton. On va revoir ça tout à l'heure. Alors, à cause du principe d'incertitude, vous savez que maintenant, si vous spécifiez la position, vous choisissez de spécifier la position
d'une particule, cette particule étant comme microscopique, comme l'électron, très petite particule avec une masse très petite, de l'ordre de 10 à la moins 30 kilogrammes. Alors, selon le principe d'incertitude qu'on avait utilisé tout à l'heure, dans les estimations de ça, ce que ça fait au niveau des incertitudes. Si on suppose que initialement on a l'électron ici bien spécifié avec cette position-là, eh bien malheureusement on ne pourrait plus spécifier la vitesse là. On ne peut plus écrire ça. On peut dire que cette vitesse, l'électron aurait une vitesse qui est centrée à une certaine vitesse comme celle-ci, mais avec une distribution très étalée. N'est-ce pas? D'accord? Qui représente l'incertitude dans la quantité de mouvement, ou bien la vitesse de la particule. Donc du coup, on ne peut plus distinguer ces deux trajectoires. Ces deux trajectoires peuvent très bien être confondues parce que la distribution de la vitesse dans cette largeur, dans cette erreur, ce que j'avais mentionné tout à l'heure, peut tomber à l'intérieur de cette marche-là, cette position initiale-là. Donc on ne peut plus parler de trajectoire à cause du principe d'incertitude. Et la quantique propose maintenant de décrire les choses non plus par une spécification à tout temps précise de toutes les choses comme ça à position et vitesse, mais plutôt de parler de cartes de probabilité pour chaque attribut de position, de vitesse, ou bien d'impulsion, et même de d'autres propriétés physiques, comme énergie, comme moment cinétique, etc. Alors ces cartes de probabilité seront encapsulées. Mais l'information sur ces cartes de probabilité, sur ces distributions spatiale ou bien en vitesse, etc. Cette information est véhiculée par une fonction appelée fonction d'état, anciennement appelée fonction d'onde. Je vous suggère d'utiliser plutôt le vocable fonction d'état plutôt, qui est une fonction, par exemple, exprimée ici en termes des variables de position comme R, R1, R2 pour particule 1, particule 2, mais qui ne porte plus ces R-là, ces variables ne portent plus une dépendance sur le temps, comme si ça suit une sorte de trajectoire. Non, ça devient, ces variables-là deviennent des variables aléatoires. Qu'est-ce qu'une variable aléatoire? Une variable aléatoire est quelque chose, une variable qui est caractérisée par une distribution de probabilité. Voilà. Alors, ces positions qui étaient des fonctions du temps et dont le graphe en fonction du temps définit précisément la trajectoire en mécanique classique. Ces positions entrent ici dans la constitution de la fonction d'état comme variable aléatoire. Pourquoi? Parce que si on prend cette fonction d'onde en module au carré, eh bien on obtient une distribution, une densité de probabilité, une distribution de probabilité pour que l'événement trouve la particule en ce R, ou bien les particules
en cette position indiquée par, collectivement par cette variable R. Cette variable R sans rien là, vecteur au-dessus, ça représente l'ensemble de toutes les coordonnées qu'il est nécessaire de spécifier pour définir le système là, du point de vue mécanique. R1, R2, R3, etc., ou bien Q1, Q2, Q3, ou bien X, Y, Z pour première particule, ainsi de suite là. Toutes ces variables devraient figurer dans l'écriture de la fonction d'état, et ces variables sont maintenant des variables aléatoires. Une valeur de ça, de ces variables, représente un événement dont est rattachée une probabilité. N'est-ce pas? C'est ça, la définition d'une variable aléatoire. Une variable aléatoire est une variable à laquelle est attachée une probabilité ou bien une distribution de probabilité. Alors, il y a l'interprétation de la fonction d'état, appelée interprétation de borne, c'est ça, là. Que le module de cette fonction d'état élevé au carré est la probabilité, bien la densité de probabilité de présence de trouver le système à cette position dans l'espace multidimensionnel indiqué par une valeur spécifique de ces variables de position aléatoire qu'on désigne collectivement par R ici, petit r ici. Alors tout de suite, laissez-moi dire ceci là, deux choses. Tout d'abord, notez bien que c'est le module de la fonction au carré. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas tout simplement la fonction au carré, ça représenterait, d'après vous, une quantité positive qui peut représenter une densité de probabilité, n'est-ce pas? Mais non, malheureusement non, c'est parce que cette fonction d'état-là, généralement, est de valeur complexe, c'est-à-dire évaluée en un point donné à un temps donné, ça peut prendre une valeur complexe là. Ok? Donc, son carré est aussi une quantité complexe qui ne peut pas représenter quelque chose de physique. Et c'est pour ça que l'information qui est physique ici, une densité de probabilité de présence, ne peut être obtenue que si on prend le module de cette fonction d'état, qui est positif, élevé au carré, qui est réel et positif, élevé au carré. La deuxième remarque est que tel quel, là, ce module de la fonction élevée au carré, la fonction étant évaluée en R. Le module de cette fonction élevée au carré est une densité de probabilité, pas une probabilité comme telle. C'est une densité dans le sens que c'est une densité de quelque chose, c'est quelque chose par unité de volume. Alors, densité de probabilité, c'est probabilité par unité de volume, volume multidimensionnel, bien entendu. Alors, pour obtenir une probabilité, il faut multiplier ça là par un élément en volume au moins. Ici, c'est l'élément de volume. Il faut comprendre que c'est un élément de volume dans l'espace multidimensionnel, c'est des R là. Je l'ai écrit comme ça pour simplification de la notation sur une diapositive comme ça pour réserver de l'espace surtout là pour présenter des choses. Donc c'est des X, des Y, des Z par exemple. Si c'est une particule en 3D, c'est des X1, des Y1, des Z1 fois des X2, des Y2, des Z2. Si c'est deux particules en 3D par exemple. Donc c'est l'élément de volume général pour un système multidimensionnel. C'est un élément de volume multidimensionnel. Troisième remarque est que comme
Ça représente une densité de probabilité, de sorte que le produit ici représente une probabilité. Vous savez que une probabilité est toujours inférieure ou égale à 1, c'est ça, et doit se sommer exactement à 1 quand on considère toutes les valeurs possibles de la variable aléatoire R. Ça veut dire que cette quantité-là, si au carré, en module au carré, doit s'intégrer sur tout l'espace pour donner 1. Donc, ça implique que la fonction psi là doit être telle que doit avoir la propriété mathématique de donner ceci, que son module élevé au carré intégré dans tout l'espace doit être un nombre fini, ne peut pas être quelque chose d'infini, un nombre fini, C. Ensuite, on peut utiliser ce nombre fini et modifier la fonction psi par la racine carrée de C pour obtenir quelque chose qui est proprement normé à 1, c'est-à-dire qui s'intègre correctement à 1. Mais une fonction qui a cette propriété d'avoir son module au carré qui s'intègre, qui peut s'intégrer pour donner quelque chose de fini, par exemple 1, cette propriété est appelée de carré sommable. Donc on dit que la fonction est de carré sommable. Alors donc le postulat 1 dit ça, que tout état quantique du système va être représenté par une fonction psi, fonction exprimée en termes des variables de position du système, toutes les variables de position du système devenues des variables aléatoires, et la fonction elle-même, appelée fonction d'état, qui peut prendre une valeur complexe, n'a pas de signification physique directe. C'est son module élevé au carré qui a une signification physique, et cette signification en est une d'une densité de probabilité de présence dans l'espace de configuration avec ces variables de position qui sont maintenant des variables aléatoires, et l'on parle de cartes de probabilité de présence dans l'espace configuration même du système. Alors, les trois images ici illustrent ça un peu pour un système très simple constitué d'une seule particule, c'est peut-être un électron, dans une boîte carrée, forcé à se mouvoir dans une boîte carrée. On utilise ça souvent comme modèle, par exemple, des électrons dans un cycle comme le cycle porphyrine de l'hémoglobine. Un électron, vous vous rappelez là, le cycle de porphyrine de l'hémoglobine, ça a l'aspect d'un carré, n'est-ce pas? Donc, un électron délocalisé sur ce carré-là, voilà, c'est quelque chose comme ça. Donc, c'est un électron dans le cycle porphyrine de l'hémoglobine, par exemple. Hein? Donc, représenté ici par cette boîte carrée. Alors, cet électron peut, à ce moment, autant un temps T0, être distribué selon cette carte de distribution, avec des valeurs relativement faibles là, et là, il y a comme une vallée, ou des valeurs très faibles, et là, on a comme un mont, avec l'électron qui a une bien plus forte probabilité de se trouver dessus, là. Un temps T ultérieur, cette carte peut se déformer en ça, et effectivement, c'est calculé là pour cet état. Ça, c'est un état
considérer un certain état spécifique de cet électron dans la boîte 2D, bien calculé, et qui évolue, et dont l'évolution dans le temps est très bien calculée là, et qui évolue pour donner cette carte-là à un certain temps t ultérieur, et puis à un temps t plus tard encore, ça se transforme, cette carte-là devient cette carte d'une toute autre allure là, avec comme un nœud ici, c'est-à-dire une vallée où il y a très peu de chances que l'électron s'y trouve. Là, de ce côté-là, c'est relativement faible, et cette fois-ci, là où l'électron a le plus de chances de se trouver, c'est sur ce mont voilà, ici, plutôt que là. Alors ça illustre bien ce concept-là de carte de probabilité, et cette carte de probabilité, on ne la calcule pas directement, on ne la donne pas directement en quantique. Elle n'est obtenable qu'à partir d'une fonction qui véhicule ça comme information parmi d'autres informations. Cette fonction s'appelle fonction d'état. C'est une fonction ici des deux variables x, y de la particule, l'électron, dans le cycle porphyrine. D'accord? Donc, petit r, là, c'est x, y. La particule, le système, c'est un électron dans cette boîte carrée. La fonction d'état, là, pour ça serait, pour tout état, pour cet état-là, c'est une certaine fonction de x, y, constituée d'une certaine façon détaillée, que je ne veux pas vous montrer tout de suite. On va voir ça plus tard, là, au chapitre 2, particules dans une boîte, etc. Tout ça, on va voir plus tard. Toujours est-il que il doit y avoir une fonction, cette fonction-là, on va l'appeler psi de x, y, au temps t0, son module au carré, ça donne cette carte-là. Un temps t1, supérieur à t0, la fonction a une autre forme, son module au carré donne ça. Avec ces vallées, ces nœuds, voilà, on voit qu'il y a des franges claires, très claires, sombres ici, puis ça redevient clair. Tout ça proviennent d'interférences de composantes qui se trouvent dans cette fonction-là. Comme si vous avez quelque chose qui ressemble à une onde. Quand on parle d'interférence, on pense à une onde. C'est ça, le caractère ondulatoire du système, et qui est bien décrit par cette fonction d'état quantique, calculée pour cette particule, cet électron dans la boîte 2D. Un autre exemple, c'est, là cette fois-ci, c'est l'atome d'hydrogène. Vous connaissez ça? Vous avez un électron, un proton de charge plus E, l'électron est là, et l'électron est soumis à une force qui est une force d'attraction de la part du noyau. Le noyau aussi est soumis à une force pareille aussi, mais on est en train de se concentrer sur cet électron-là. L'électron de masse ME, ça c'est la vitesse de l'électron conçu en mécanique classique qui va suivre cette orbite, cette trajectoire par exemple. Et si on tient compte du mouvement du noyau aussi, comme il faut, on aurait ça là, le noyau, là, ça c'est le proton, ça c'est l'électron, le noyau vient avec un vecteur de position Rn, l'électron vient avec un vecteur de position Re. Les deux particules interagissent entre elles par la force de Coulomb, représentée ici, et la force de Coulomb dérive du potentiel de Coulomb qui est ça. N'est-ce pas, ce potentiel de Coulomb, c'est le produit des deux charges du noyau qui est Ze plus Ze, qui Z est égal à 1 ici, fois la charge de l'électron qui est moins E, ça fait donc moins Ze au carré, divisé par la distance séparant l'électron du noyau. Et ça fait
quelque chose, une fonction comme ça, représentée en 2D ici, n'est-ce pas? Il y a un puits de potentiel infini, hein, qui est dû au fait que quand RE tend vers Rn, évidemment, ça, en bas ici, ça fait infini, hein. Alors, en mécanique classique, comment est-ce qu'on décrirait le système? Eh bien, on décrirait le système par la spécification simultanée du vecteur de position de l'électron et du vecteur de position du noyau, et ce, à tout temps. Et ça donne une trajectoire. En mécanique quantique, ces deux vecteurs de position deviennent des variables aléatoires. Il y a donc 6 variables aléatoires parce que chaque vecteur a 3 composantes x, y, z. Donc on a 6 variables aléatoires dans ça qui doivent entrer dans la constitution de la fonction d'état. Donc toute fonction d'état de l'atome doit avoir cette dépendance sur RE, 3 composantes, et le vecteur Rn, x, y, z, les 3 composantes de ce vecteur-là, pour être précis, et toutes ces variables positionnelles sont des variables aléatoires maintenant, ce sont plus des fonctions du temps, ce sont des variables aléatoires qui peuvent prendre n'importe quelle valeur, et pour chaque valeur, il représente un événement possible. Quel type d'événement? C'est l'événement de localisation du système en ce point-là. Et l'interprétation de borne de la fonction d'onde, c'est ça. La fonction d'état, c'est ça. Que son module est élevé au carré, fois l'élément de volume pour l'électron et pour le noyau, représente la probabilité de trouver le système électron-noyau à une position donnée par cette valeur du vecteur de position de l'électron, par exemple. Ça, là, ici, est une valeur du vecteur de position Rn du noyau qui est là par rapport à un centre. Le centre est là, par exemple. Voilà. Ça, c'est un exemple de fonction de carte de probabilité pour l'électron ici, parce que ce n'est pas pour que les deux corps, c'est juste pour l'électron dans un état électronique. C'est une orbitale, ça. Une orbitale du type D, avec n qui doit être, ça peut pas être 3, ça doit être 4, ça, avec cette structure nodale. Alors, un second exemple, il s'agit, cette fois-ci, de mouvement d'un ressort moléculaire. Vous avez deux atomes, l'un de masse M1, l'autre de masse M2, donc c'est une molécule diatomique reliée par liaison chimique, bien entendu. Donc la longueur de liaison à l'équilibre, c'est R, représenté par R, c'est indice 0 ici, mais cette longueur de liaison ne reste pas immobile. Ça, tout le temps, en fait, la molécule est soumise à une élongation instantanée à tout temps, et élongation algébrique, c'est-à-dire parfois c'est un étirement, parfois c'est une compression de la longueur de liaison. Donc la longueur de liaison est une fonction de t, et le mouvement qu'on est en train de considérer, c'est le mouvement de vibration de la molécule représenté par un ressort, encore appelé oscillateur harmonique. Et ça, c'est un des systèmes qu'on va considérer au chapitre 2. Et la variable qu'on peut utiliser pour décrire le système, c'est ça peut être grand R, tel quel. En mécanique classique, ce serait dépendant du temps. Ou encore, c'est plutôt l'élongation, c'est-à-dire la différence entre la valeur instantanée de la longueur de liaison et sa valeur à l'équilibre. Et ça définit une variable appelée x. Ça? X, c'est la variable
élongation. Donc la variable positionnelle du système ici, c'est ce x là. Ce x dépend du temps en mécanique classique, n'est-ce pas? Et la spécification de ce x est la vitesse dont la variation ça est animée, définit une trajectoire classique ou encore l'état du système, l'état mécanique du système en mécanique classique. En quantique, on parlerait plutôt de les fonctions d'état comme ça, fonction de x comme variable aléatoire et du temps, l'état varie avec le temps, tel que le module au carré de la fonction représente la densité de probabilité de trouver le ressort possédant cette élongation x, certaines valeurs de cette élongation x là. Fois dx, ça représente la probabilité de trouver le ressort avec cette élongation dans un intervalle de l'entourant, n'est-ce pas, de grandeur d'extension des x, l'élément voulu. Ça, c'est l'interprétation de bord de la fonction d'état. Un exemple d'une telle fonction d'état, plutôt de la densité de probabilité d'un tel état, c'est le 30e état vibrationnel de cet oscillateur-là. Voilà. Et en passant à j'ai oublié de le dire ici que ce mouvement de vibration est représenté par une fonction d'énergie potentielle représentée par la courbe en bleu ici, potentiel harmonique, qui est une approximation du potentiel réel de mouvement vibrationnel réel d'une molécule, qui est représentée par la courbe en rouge ici, appelée potentiel de Morse. Vous venez de voir le postulat 1. Passons maintenant au postulat 2. Le postulat 2 régit l'évolution temporelle de l'état quantique que l'on vient de définir là. Alors, ce postulat, le postulat 2, dit que cet état quantique qu'on avait défini tout à l'heure, dont le module au carré représente la densité de présence du système à la position indiquée collectivement par la variable aléatoire R ici, cet état-là, cette fonction d'état dépendant de R et de T, fonction complexe, évolue dans le temps selon une équation de mouvement appelée équation de Schrödinger, qui a cette forme-là. Et dans cette équation, vous voyez que à gauche, vous avez la fonction elle-même dont on prend la dérivée par rapport au temps, donc ça représente le taux de variation de la fonction psi, la fonction d'état avec le temps. Donc ça indique avec quelle rapidité, dans quelle pente, la fonction d'état qui contient toute l'information sur les cartes de probabilité par ce genre de construction-là évolue dans le temps. Ça représente la pente avec laquelle l'état quantique varie dans le temps. Cette pente est égale à ça, qui est une quantité qui dépend des forces, c'est-à-dire du potentiel des forces d'interaction au sein du système, à travers cet objet à chapeau appelé opérateur hamiltonien. C'est quelque chose qui vient modifier la fonction psi pour donner une nouvelle fonction.
C'est ça la définition d'un opérateur. Et cet opérateur, sa forme, dépend du potentiel, c'est-à-dire du champ de force régissant le mouvement des particules constituant le système déjà en mécanique classique et que l'on transpose là en quantique. Première remarque tout d'abord. Cette équation de mouvement, ce n'est pas une équation de mouvement pour les variables R. R, je vous rappelle que ça représente des variables aléatoires indépendantes. Ça peut prendre n'importe quelle valeur. À tout temps, c'est toujours la même gamme de valeurs, le même spectre de valeurs. Ça dépend pas du temps. Donc cette équation de mouvement, ça ne porte pas sur le mouvement de R tel quel, comme en mécanique classique. En mécanique classique, c'est le mouvement de R tel quel. N'est-ce pas? Et gouverné par cette paire d'équations, la variation de des positions R, différentes parties du système est égale à V, et à son tour, V va évoluer dans le temps selon l'équation de Newton. La masse fois l'accélération, qui est dv dt, égale à la force. Donc, en mécanique classique, l'évolution, c'est l'évolution de ces vecteurs de position et de vitesse directement. Ici, en quantique, l'évolution, ce n'est pas l'évolution, évidemment, de ces R, mais c'est l'évolution de l'état quantique. Le transport de cet état quantique dans le temps. Comment est-ce que ça se fait? Eh bien, c'est régi par ça, comme équation de mouvement. C'est une équation de mouvement parce que c'est dérivé par rapport au temps, premier ordre par rapport au temps. Ça décrit bien comment est-ce que cette fonction d'état va se développer dans le temps. Et ce développement dans le temps dépend de cette pente-là, qui est égale à ça. Et où est-ce que les forces, ici on voit la force, il dérive d'un potentiel par exemple, où est-ce que cette force apparaît dans cette équation? Eh bien, c'est enfoui dans l'hamiltonien là. Alors, laissez-moi passer à la prochaine diapositive. Donc, comme exemple, voilà, l'hamiltonien pour l'oscillateur harmonique, c'est donné par ça. Vous avez là le potentiel, 1 demi mu oméga au carré, x carré, c'est ce potentiel en bleu là. Oméga 0 s'appelle pulsation d'oscillation ou bien fréquence vibrationnelle de la molécule là. Donc ça représente l'énergie potentielle, cette énergie potentielle là. L'hamiltonien, regardez bien sa structure, contient l'énergie potentielle comme deuxième terme, mais il y a toujours un premier terme qui est une dérivée seconde. Comme quoi, si je retourne en arrière, quand on dit H agit sur psi, on doit prendre tout d'abord la dérivée seconde de ce psi par rapport aux différentes composantes de R ici, dans le cas de l'oscillateur harmonique, mais tantôt c'est juste X, donc dérivée seconde par rapport à X, fois moins H bar au carré toujours, divisé par 2 fois la masse pertinente pour le problème. Ici, c'est la masse, dite la masse réduite du système M avec les deux masses M1 et M2. Et le deuxième terme est toujours l'énergie potentielle qui ne fait que venir multiplier cette fonction donc, et s'ajouter au premier terme qui est ça. Un peu plus tard, probablement la semaine prochaine, vous allez voir que ce premier terme représente l'opérateur, en termes d'opérateur, c'est l'opérateur représentant l'énergie cinétique
du mouvement, là. Ici, c'est c'est ce mouvement décrit par X, là. Donc, ce mouvement oscillatoire, ce mouvement de vibration. Pour le cas de l'atome d'hydrogène, l'hamiltonien, vous avez probablement deviné, hein? L'hamiltonien, encore une fois, comprend deux termes, et c'est le dernier terme qui dépend du champ de force, c'est-à-dire de l'énergie potentielle régissant le mouvement relatif des deux particules constituant le système électron et noyau. Ici, c'est le potentiel de Coulomb, là. Vous reconnaissez que c'est la même chose que ça, avec Z égale 1, bien entendu. Et dans la première partie, encore une fois, vous trouvez les dérivées secondes par rapport aux coordonnées électroniques en 3D, et dérivées secondes toujours en 3D, la somme des dérivées secondes par rapport à x, y, z, pour le noyau, c'est là. Et pour chaque terme, il y a toujours moins h bar au carré divisé par 2 fois la masse. Ici, c'est la masse de l'électron. Et là, ça doit être la masse du noyau. Là, il y a une erreur. Mais la masse du noyau, là, il faut que je corrige ça. Alors ça, c'est l'hamiltonien pour l'atome d'hydrogène. Donc pour chaque problème quantique, vous avez toujours un hamiltonien de ce genre, et donc tout problème, tout système quantique est défini comme ça par la spécification tout d'abord, par le champ de force, et ce champ de force ensuite vous permet de décrire l'hamiltonien. Alors voilà, donc l'équation Schrödinger est une équation de mouvement. Au premier membre, vous avez la dérivée de la fonction d'état par rapport au temps, qui dit avec quelle vitesse, ou bien avec quelle pente, cet état décrit par cette fonction d'état des coordonnées R considérées comme variables aléatoires, va se développer dans le temps, va varier dans le temps. Ça, c'est multiplié par un nombre complexe qui est I, enfin h bar ici. I, c'est la racine carrée de moins 1, I au carré égale à moins 1, donc c'est le nombre imaginaire pur. H bar, c'est la constante de Planck divisée par 2pi. Donc, le fait qu'il y a une dérivée par rapport au temps, ici, ça dénote bien une évolution là. Et cette évolution dépend du champ de force à travers l'hamiltonien. Vous avez expliqué ça tout à l'heure. L'hamiltonien contient toujours, en dernier terme, l'énergie potentielle, précédée de un paquet de termes du même type, toujours une dérivée seconde par rapport aux coordonnées, fois moins h bar au carré divisé par 2m. Alors, je crois qu'on peut s'arrêter ici. Et au prochain cours, ma prochaine présentation, je vais continuer avec la discussion précisément un peu plus détaillée de cette équation de Schrödinger et la définition de deux types d'états de solution de cette équation de Schrödinger, des états appelés stationnaires, et le deuxième type, ce sont des états appelés des paquets d'ondes. Je vais donner quelques exemples, illustrations sur ces concepts-là, mais le cours va porter sur le premier type d'état dépendant du temps, appelé état stationnaire. Alors je vais m'arrêter ici, donc.